Bonjour à tous et bienvenue à la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine d'une personne que je ne présente plus car ça fait quand même, il est là depuis le début bien sûr, de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Salut Kira, bonjour à tous. Ça va très bien, merci beaucoup. Belle semaine, hein. J'ai plein de choses à te raconter, Kira. T'as bien geeké cette semaine, je suis sûr. Enfin, j'ai bien geeké, surtout sur la fin de la semaine, parce que le début de semaine, j'étais en déplacement à l'étranger, donc c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai reçu ma Steam Deck OLED, j'en parlais il y a quelques temps. Je suis ravi, franchement, je l'adore. J'en ferai un petit débrief, je pense, en podcast, une fois avoir testé pas mal de jeux. Il faudra que je te la montre en vrai, on se voit la semaine prochaine, je te la montrerai. Tu vas voir, très belle bête. Hein. Ah, j'ai hâte de voir un petit peu à quoi elle ressemble, ce que ça donne, et surtout de la prendre dans mes mains. Parce que j'imagine un objet un peu lourd, je sais pas pourquoi. Ouais, écoute, je te dis pas, tu verras les impressions, mais en tout cas, c'est vraiment un très bel objet. Et sinon, je suis à fond dans Metroid Prime Remaster, toujours, je prépare une chronique, et ce jeu, il a un truc, enfin vraiment, c'est un jeu que j'adore. Et aussi, alors je vais en profiter pour parler un petit peu du site web, latavernedugamer.fr. On a eu un bug sur les formulaires du site, donc c'est bon, maintenant on reçoit vos messages, donc je le dis tout de suite, n'hésitez pas à aller sur notre site web, et il y a un petit formulaire si vous souhaitez nous contacter. Du coup on a un peu de retard, vous le comprendrez. Hein. Ouais, il y a eu pas mal de retard, et on commence à rattraper petit à petit ce retard. Alors moi cette semaine, j'ai enfin déballé ma Switch Zelda, que j'osais pas déballer car elle est trop belle. Je me suis mis sur Pokémon Écarlate et je m'amuse beaucoup. Excellent. C'est un peu le Pokémon dont j'ai toujours rêvé, tu vois, le fait de pouvoir se balader, de voir ces petits Pokémon naviguer comme ça dans les hautes herbes ou même dans un ruisseau et tout, c'est hyper bien. Donc j'ai à peine de passer ma première arène, donc j'ai mon premier badge et je dois avoir à peu près 60 Pokémon déjà. Pas mal. J'ai pas mal carburé à capturer du Pokémon et je flâne beaucoup et franchement c'est très cool. C'est pas très beau, c'est vrai, ça reste de la Switch. Du coup je le joue en nomade, tu vois, je le joue pas sur ma télé. Tu joues comme moi, quoi. À l'acide. C'est ça. Donc j'ai terminé Dredge cette semaine et surtout j'ai commencé Prince of Persia en parallèle. Tu sais, jeu que je n'attendais pas spécialement car la présentation m'avait déçu à l'époque. J'ai toujours un problème avec le look du personnage principal, mais franchement je m'éclate. C'est vraiment très cool. Je suis pas un fan de Metroidvania, en plus ça c'est plus ta spécialité, donc ça va être sympa de tester un jeu dont je n'ai pas forcément l'habitude. Mais je passe vraiment un excellent moment et je t'ai pas mal matraqué de screen d'ailleurs. Ouais, je l'ai posté sur Twitter. Donc non, c'est vraiment cool et je continue mon périple sur Pandora aussi, Avatar, c'est très bucolique, ça change, ambiance dépaysante, quand on voit la neige dehors et le temps qu'il fait sur Pandora, je vais aller vivre là-bas, hein, clairement. 2 jeux que tu as conspués quand même. Hein. 2 jeux que j'ai conspués à l'avance. Pour Avatar, à raison, car on est vraiment dans un Far Cry-like, mais le skin est tellement cool que ça passe en fait, tu vois, c'est con, hein, mais je pense que si t'es pas sensible à l'univers d'Avatar... Ok, ça va te passer à côté. Par contre, si t'es vraiment sensible comme moi à cet univers, c'est quand même un bonbon. J'aurais préféré un TPS, je dis pas. D'ailleurs, on va reparler du TPS tout à l'heure pour une autre raison. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même cool. Au sommaire, qu'est-ce qu'on a prévu cette semaine ? Alors, tu vas nous parler de Sandland, donc le manga d'Akira Toriyama qui fait parler de lui en jeu vidéo. Après, on va parler de Sony, PlayStation et le transmédia ou le cross-média, un sujet qu'on aime beaucoup. On débriefe après le Xbox Developer Direct. Et enfin, on finit sur une pseudo-polémique autour des jeux à service. Donc le test de la semaine, tu l'as dit, c'est Dredge, excellent titre dont tu vas nous faire la chronique tout à l'heure. Et enfin, hors sujet, la meilleure série Netflix 2023, donc Blue Ace Samurai. C'est parti, on attaque juste après le générique. Allez.
dominante pour Sandland. Donc c'est un jeu vidéo d'action RPG inspiré du manga du même nom, créé par le maître Akira Toriyama, le célèbre auteur de Dragon Ball et de Dr. Slump pour les plus vieux d'entre nous. Dans ce jeu, on incarne Blitzboob, donc je sais pas trop comment ça se dit. Dit comme ça, ouais, Blitzboob. Blitzboob, peut-être, enfin, dit comme ça, voilà, ça fait un peu, ça y est, non, il est pas encore 22h, on peut y aller. Donc, le prince démon qui s'allie au shérif Rao, un autre démon, pour explorer un monde désertique à la recherche d'une source légendaire qui pourrait sauver l'humanité de la sécheresse. Dans ce jeu, on peut personnaliser ses véhicules, les pouvoirs démoniaques, son personnage, on peut développer notre base d'opération avec un petit côté Farmville, en tout cas, j'ai l'impression, dans la ville de Spino. C'est un manga, donc qui est pas très connu en France, mais qui a eu un impact très positif au Japon. Où il a été apprécié pour son humour, son style graphique et son message écologique. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a une série d'animations qui sera diffusée en 2024 sur Disney+. Ah ouais. Donc qui va être qui est supervisée par Akira Toriyama. Bon, quand on voit Dragon Ball Super, est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Mais en tout cas, voilà, c'est supervisé par Akira Toriyama et c'est considéré comme une œuvre culte au Japon. Et d'ailleurs, c'est même bizarre que ce n'ait pas encore vraiment passé les frontières, en tout cas. Est-ce que toi, t'as un petit peu lu de Sandland, ou est-ce que t'as vu 2-3 choses hormis les screens et les vidéos qu'on a vues? Eh ben pas du tout. C'est vrai que comme tu dis, je l'ai découvert même au travers des trailers du jeu, les premiers qu'on a vus, donc je connais pas du tout la licence, je connais pas le manga, je sais même pas quelle réputation ça a. C'est juste qu'en termes de chara design, ouais, c'est cool, hein, c'est du Akira Toriyama et il y a toujours un style qui est ultra reconnaissable et très joli. Mais sinon non, je connais pas du tout. Par contre, les premières images du jeu, moi, m'avaient, tu vois, laissé un peu de marbre. Je trouvais pas ça très joli, à part le chara design évidemment, comme je disais, mais techniquement ça avait l'air un peu tu vois, à l'ancienne. C'est vrai. Donc à voir. C'est au niveau de l'ambiance, a priori ça sera un mix entre Mad Max et Dragon Quest, ce qui peut être sympa, cool dans inspiration. Sympa. Le jeu sort donc le 26 avril 2024 sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series XS et PC. S'il est beau ou s'il est pas trop dégueulasse, je vais peut-être le prendre sur PlayStation ou Xbox. Sinon, je pense que ça serait peut-être un jeu Switch à faire en mobile aussi. Ça peut être sympa, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour l'instant, bon, voilà, peut-être plus une version PS5, je pense, pour moi en tout cas. Et il y avait une édition collector qui a l'air sympa. Enfin, je trouve la figurine très très cool. Elle a l'air articulée en plus, ça j'aime bien. Enfin, la collector a l'air très sympa. Je connais pas le tarif, mais 150 €. Ah oui. Je t'avoue qu'elle m'a fait un petit peu de l'œil avec celle de South Park aussi, mais je vais arrêter. Cette année, j'ai dit, je fais des économies, j'arrête de dépenser mes sous dans des collectors. Donc cette année, je vais me concentrer sur les jeux vidéo. Et pour dire, je ralentis même ma collection de Blu-ray aussi, car je vais me concentrer vraiment sur le jeu vidéo pour la taverne. Tu vois. Ah, c'est beau ça, belle résolution. Ouais, t'as vu, hein. Ouais. Je ne me disperse plus. J'aimerais réussir à prendre les mêmes dispositions, parce que j'ai craqué pour la collector d'FF7 Remake. Mais ouais, c'est en tout cas, les collectors, moi, j'ai du mal à résister. Hein. C'est encore un truc, tu vois, où j'ai du mal. Bon, on enchaîne sur un de nos sujets prédilection, Kira. Le cross-média, le transmédia, appelons-le comme on veut. Mais PlayStation, enfin Sony finalement, au travers de sa branche PlayStation Production, ont annoncé l'adaptation en film, du jeu Until Dawn. Donc jeu que j'ai pas fait. Est-ce que tu as fait toi Until Dawn ? C'est un jeu que j'ai fait, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé également. Après, j'aime beaucoup ce que fait ce studio, la quadrilogie, non, anthologie, je sais plus, bref. Les 4 jeux Dark Pictures sont des jeux qui me plaisent beaucoup, et j'avais testé The Quarry que j'ai beaucoup aimé aussi à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est pas mon préféré de tous leurs titres, mais ça reste un excellent cru quand même. Et d'ailleurs, c'est marrant que t'en parles, parce que j'hésitais à le relancer la semaine dernière, tu vois. Bah écoute, c'est l'occasion fait le larron, ou peut-être pour la sortie de ce film, du coup, ce sera l'occasion, peut-être attends un petit peu. C'est quoi cette expression sortie tout droit du passé là? L'occasion qui fait le larron. Non, moi je sais pas, je l'aime bien. Elle a un petit goût justement de nostalgie, elle est réconfortante, cette petite expression. Et, c'est vrai. Et donc, ce seront les producteurs, que tu connais sans doute, moi franchement, les gens derrière tout ça, je les connais pas. David Sundberg et Gary Doberman, rien à voir avec le chien, a priori, le Doberman. Oui. Il a fait, ils auraient fait ça, la nonne Annabelle. Enfin, ils sont dans l'horreur, donc c'est plutôt ça collerait avec Until Dawn. Et ce que j'aime bien dans cette proposition, finalement, c'est que c'est
c'est un jeu qui s'inspire, ou en tout cas qui va prendre beaucoup d'éléments du cinéma. C'est un jeu cinématographique, enfin c'est la base même de ce genre de jeu qui va devenir un film. Et ça, je trouve, si tu veux, ce côté-là assez rigolo. J'aime bien cette petite mise en abîme, et peut-être qu'on peut espérer du coup un film Detroit Become Human, un peu en style narratif, ou Heavy Rain. Enfin, du coup, tu vois, ça ouvre le champ des possibles sur plein de styles de jeux comme ça qui sont très cinématographiques. Et on sait, en tout cas, côté PlayStation, c'est une vraie volonté d'investir sur le transmédia. Donc il y a The Last of Us, il y a eu les films Gran Turismo, Uncharted, enfin bref, il y a eu pas mal de choses. Et en préparation, il y a la série Horizon sur Netflix, God of War, bon ça j'ai très peur, God of War sur Prime Video, Ghost of Tsushima, ça par contre je suis ultra chaud. Et aussi on a appris qu'il y avait Gravity Rush, je sais pas si tu te souviens, la licence de Vita, oui, je l'avais fait sur Vita à l'époque. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup, et j'avais justement... C'est un des premiers jeux Vita que j'ai joué d'ailleurs. C'était une grosse vitrine technologique, commerciale de cette console. Donc ça me tente bien aussi. Même côté Xbox, il y a des grosses licences qui sont adaptées. Halo, Gears of War qui devrait arriver, Fallout, puisque maintenant c'est dans le giron d'Xbox, mais Fallout qui arrive sur Prime, très très chaud aussi. Donc nous qui adorons ça, je trouve que c'est une belle période en tout cas pour les amateurs de jeux vidéo et de cinéma. C'est vrai que c'est une très belle période. Là où c'est plus difficile, c'est pouvoir, on va dire, trouver les acteurs quand même ressemblants à leurs avatars vidéoludiques. Kratos, quoi. Ouais, Kratos, ça va être difficile, parce que bon, moi, tout le monde le sait, hein, je suis pas un fan de Last of Us 2. La série ne me tente absolument pas, car clairement, je n'arrive pas à reconnaître les personnages que j'ai aimés dans le premier Last of Us dans le casting. Ils sont peut-être très bons, j'adore Pedro Pascal, c'est pas le souci. Mais non, en fait, j'ai l'impression que c'est du cosplay, en fait. Ça me gêne un peu. À côté de ça, je trouve qu'Halo a géré son truc, parce qu'on voit jamais la tête du Master Chef, mais dans la série Halo, il enlève son casque. Et voilà, il enlève son casque, et je trouve que la personne qui le représente, en fait, ouais, c'est vraiment ça. Et voilà, donc c'est un peu ce qui me fait peur, c'est que pour Fallout, ça peut le faire, parce que c'est des personnages random qu'on va voir, des personnages inventés pour la plupart. Par contre, quand on commence à suivre une histoire avec des personnages déjà connus, c'est difficile de faire abstraction du jeu qu'on a aimé, en fait. Oui, surtout des personnages qui incarnent si puissamment la licence, tu vois. Encore une fois, je reprends l'exemple de God of War. Enfin, Kratos, tu peux pas le rater, quoi. Kratos, tu vois, c'est toute la série, tout le sel de la série va dépendre de ce personnage-là. Donc, c'est vrai que c'est risqué. Quand c'est des personnages random et que c'est plutôt dans l'univers d'eux, franchement, ça, oui, c'est clairement moins gênant. C'est ce que j'aurais aimé pour Last of Us, c'est qu'ils fassent une série dans l'univers de Last of Us avec d'autres personnes. Pourquoi pas d'autres personnages, pourquoi pas croiser un moment Ellie et Joel, s'ils ont pas la même tête, c'est pas gênant parce que tu les croises qu'une fois. Mais une série qui raconte ce que t'as joué en jeu avec des personnages qui ont pas tout à fait la même tête, moi ça me bloque quand même. Donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose assez casse-gueule et que j'attends. Uncharted par exemple, ça m'a vraiment bloqué, hein, le fait de voir que Nathan Drake ne ressemblait pas à Nathan Drake, en fait. C'est tout bête, hein, mais ça m'a beaucoup bloqué. Et on parlait tout à l'heure de Until Dawn, et je sais pas si tu te souviens, il y a un épisode de Black Mirror hors série qu'ils avaient sorti qui s'appelait Bandersnatch. Quand tu le regardais sur Netflix avec ta télécommande, tu pouvais faire les choix de tes personnages, en fait. Et du coup, tu avais des scènes qui étaient complètement différentes, donc ton épisode pouvait durer aussi bien 10 minutes que 2 heures. Et j'aimerais bien qu'il fasse un truc comme ça pourrait être très très cool du coup, parce que soit tu peux le laisser en mode aléatoire et c'est le film qui va te le choisir tout seul, ou tu peux même avoir tes propres choix, et je pense que ça pourrait être une bonne idée, ça pourra donner une passerelle entre le jeu vidéo et surtout le cinéma, quoi. Ouais, un lien en plus, comme je disais tout à l'heure, Until Dawn, c'est le principe, un jeu cinématographique interactif, et là on pourrait faire un film interactif jeu, enfin tu vois, vraiment mêler un peu ces deux genres, faire une barrière très très fine entre les deux médias, et ça peut être vraiment en tout cas un move très très intéressant, je trouve. On va parler du Xbox Developer Direct. Donc c'est la conférence de Microsoft qui a eu lieu le 18 au soir à 21h. Donc pour une fois, une conférence qui ne fut pas trop tardive, ce qui est quand même assez appréciable, je t'avoue. Une conférence assez courte, elle a duré une petite heure, et pendant cette conférence, ils ont montré pas mal de trailers de gameplay, comme ils avaient fait lors de la première édition. Et du coup, c'est le moment de débriefer un petit peu ce qui s'est passé. Allez. Pour commencer, ils ont parlé de
je sais pas comment ça se dit, Avowed. Avowed. Ouais, je suis désolé, j'ai vraiment un accent, je speak pas very well English. Le RPG d'action de fantasy a été détaillé par l'équipe d'Obsidian, hein, qui a montré du gameplay inédit, des combats dynamiques, les choix narratifs, le monde des terres vivantes, comme ils appellent ça. Donc c'est un jeu qui sortira cet automne en 2024 sur Xbox Series X, PC et sur Cloud Gaming. Maintenant, t'as vu, il y a la précision Cloud Gaming, c'est assez rigolo. Là, ils commencent déjà à le mettre en avant. Et bien sûr, Day One dans le Game Pass. Donc, ce que j'ai vu, c'était plutôt sympatoche. Le côté FPS, encore une fois, me rebute. J'aime bien voir mon personnage quand je joue. Le monde a l'air assez coloré, mais je trouve que ça manque d'une direction artistique forte. J'ai trouvé que c'était un peu générique dans ce que j'ai vu, en tout cas. Ça m'a fait penser à Dark Messiah of Might and Magic, mais sans cette patine si caractéristique et si intéressante. Donc, ce que j'en ai vu, je me suis dit pourquoi pas, mais je t'avoue, c'est pas la plus grosse claque que j'ai pris de cette conférence. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pourtant, l'univers, Avowed, ça vient de l'univers de Pillar of Eternity. Et puis c'est ton kiff à toi, ce genre d'univers. Bah ouais, vraiment. En plus, Pillar of Eternity, j'adore. Super lore, super univers, hyper travaillé. Mais je te rejoins complètement. J'ai trouvé la présentation un peu molle, daté, même techniquement, très lisse. Ça lui a pas fait honneur, donc je pense qu'il mérite encore un bon polish, le jeu, sachant qu'Obsidian sont ils sont hyper compétents. Donc je reste sur ma faim aussi, pourtant pour un jeu et une licence qui a du gros potentiel. Ensuite, on a eu un jeu de stratégie historique qui s'appelait Ara. Ça a été révélé par le studio Oxide Game, qui a partagé une superbe séquence de gameplay exclusif et des informations sur l'inspiration, les caractéristiques clés et le futur du jeu. Le jeu donc nous permettra de revivre et de changer le cours de l'histoire humaine à travers des scénarios réalistes et des choix stratégiques. Moi, j'ai pris une claque. C'est un 4X comme je les aime. Magnifique. C'est super beau. Ouais. La patte cartoon, elle est ouf. Ça m'a beaucoup rappelé Civilization, en fait, avec un petit côté plus péchu, je trouve. Et pour moi, c'est une très très grosse attente, en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vais encore y passer 12 000 heures. Mais voilà, c'est un jeu que j'attendais pas. Mais quand j'ai ouvert ma bouche, je fais oh mon Dieu, c'est magnifique. Donc à voir, mais c'est très très prometteur. Complètement. Tu as tout dit, c'est magnifique. Ensuite, on a vu le trailer de la suite de Hellblade qui a été mis en avant par le studio Ninja Theory, qui a donné un aperçu de la conception du jeu, des performances des acteurs et des actrices, via la performance capture justement, et de l'ambiance sombre et oppressante du jeu. Donc comme le premier, forcément, c'est une suite directe. On suivra les péripéties de Senua dans un monde nordique inspiré de la mythologie. Le premier m'avait plus moyennement, c'était très beau graphiquement. Après, j'étais peut-être dans un mauvais mood quand je l'ai joué à l'époque, car faut pas être dépressif, clairement. C'est un jeu qui parle du deuil, de la dépression et qui est quand même très très viscéral. Là, ce qui m'a plu, c'est que au-delà de la patte graphique, ça a l'air d'être un petit peu plus péchu que le premier qui était quand même très linéaire. Donc j'attends de voir ce que ça donne. C'est pas le jeu que j'attends le plus, mais en tout cas, ça m'a intrigué en tout cas. Moi, écoute, j'ai trouvé la DA assez belle, c'est vrai, mais tu vois, j'ai l'impression que tout est scripté là-dedans et finalement, je sais même pas ce qu'on va y faire dans ce jeu. Donc moi, si tu veux, j'ai un ressenti un peu bizarre. J'ai pas fait le 1, donc ça m'aide pas, évidemment, mais à chaque fois que je vois des trailers de jeux, ça me paraît vide de gameplay, tu vois, ou très scripté. Donc moi, c'est pas quelque chose qui me tente, alors que ça a l'air en effet très très joli. Oui, c'est un jeu qui est particulier. En plus, là, t'as vu, il y a une sorte de shitstorm. Le jeu va sortir 100% dématérialisé, ouais, donc 49 € a priori, donc ça va, c'est moins cher. Mais il n'y aura pas d'édition physique sur ce jeu. Il sera disponible Day One dans le Game Pass. Donc encore une fois, c'est un clou de plus dans le cercueil du physique. À voir, en tout cas. Ouais. Ensuite, on a eu le jeu de rôle et d'action Vision of Mana qui a été annoncé par le studio Square Enix, qui a surpris beaucoup de fans, dont moi en tout cas, car la série des Mana qui revient après plus de 15 ans d'absence, c'est quand même un événement. Le jeu sera basé donc sur la série et va sortir sur la plateforme Xbox, donc je pense que c'est pas une exclusivité, c'est juste qu'ils avaient une petite case à combler et voulaient ratisser un peu sur le marché japonais. Mais en tout cas, le système de combat a l'air très fluide, le scénario
de leur dire serait captivant avec une bande son envoûtante. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, à part la veste du héros que j'ai trouvé très moche, j'espère qu'on va pouvoir la changer. Le fait de pouvoir se balader sur cette espèce de petit destrier là, ce destrier qui ressemble à une espèce de loup là, j'ai trouvé ça très cool aussi. Il y a une vibe un peu Pokémon en plus, j'ai trouvé toutes les créatures archi mignonnes quand ils les ont présentées un peu comme des dessins, voilà, des dessins d'enfants et tout. J'ai trouvé ça très très cool, et je t'avoue que c'est le jeu qui m'a fait le plus kiffer de cette conférence, qui n'est pas un jeu Xbox en fait. Ouais, c'est vrai que ça donne envie. Après, moi, j'ai été très surpris de le voir ici parce que le jeu avait déjà été annoncé, on savait qu'il sortait sur Xbox. Donc c'est pour, comme tu dis, ratisser un petit peu large, mais ouais, ça va être très cool, je pense. Vision of Mana, moi, je l'ai dans mon viseur, donc je pense que ça va être sympa. Derrière, on va parler du jeu Indiana Jones, c'est le cercle des anciens, donc c'est un jeu que j'attends énormément. Il a été présenté par le studio Machine Gun Game. Ils ont dévoilé donc leur première bande-annonce de gameplay, et hérésie, c'est un FPS. L'histoire et le cadre du jeu, donc ça reste un jeu d'action-aventure qui va se placer chronologiquement entre le premier Indiana Jones et le troisième film, car oui, le deuxième film Indiana Jones se passe avant, pour les gens qui ne le savent pas. Si vous voulez regarder dans l'ordre, vous faites 2, 1, 3. Tu m'as appris. Donc là, le jeu va se baser... Ouais, à ce niveau-là, on va pouvoir incarner le célèbre archéologue dans une quête autour du monde. Certaines annonces montrent plusieurs paysages très différents, donc on va vraiment voyager en tout cas. On voit pas mal de diversité dans les environnements, on voit aussi également pas mal de diversité dans le gameplay, il y a pas mal de petites choses à faire, c'est donc un FPS, mais on voit certaines scènes passer en TPS quand il escalade par exemple. L'utilisation du fouet aussi semble très très importante, ça a priori ce serait l'arme principale de Indy, ça c'est cool. Après, pourquoi faire un jeu à la troisième personne ? D'accord, c'est Machine Game, d'accord, ils ont fait les Wolfenstein, mais encore une fois, moi quand je joue à Indiana Jones, je veux voir Indiana Jones en fait. Je suis pas Indiana Jones, je veux jouer mon personnage. C'est ça qui me fait chier, clairement. Je sais que le FPS plaît à beaucoup de gens à l'heure actuelle, je sais que le FPS c'est majoritairement c'est ce que les gens consomment, mais je trouve que c'est un peu passé à côté du truc. Ils ont peut-être voulu éviter de trop se rapprocher d'un Uncharted ou d'un Tomb Raider. C'est vrai que ça peut faire un choc frontal, mais au contraire, ils auraient pu avoir leur Uncharted-like en fait. Là, je suis déçu. Je t'avoue, je suis déçu. Voir ce que ça peut apporter derrière, je pense pas que ça va être un mauvais jeu, mais ils ont intérêt de faire un truc vraiment béton pour que je puisse avaler la pilule en tout cas. Ouais, je comprends, il y a un peu de déception, même de surprise. Après, c'est vrai que quand on connaît Machine Games, oui, c'est clair qu'ils s'orientaient vers du FPS, mais à un moment, un studio n'est jamais cantonné à un genre, il peut sortir aussi de sa zone de confort, donc moi j'aurais pas été surpris non plus qu'il fasse un jeu à la troisième personne. Et les arguments que tu as évoqués, quand c'est un jeu pareil qui est incarné par son héros, par son personnage, bah c'est toujours mieux de pas être en vue à la première personne, mais plutôt de voir son personnage, pouvoir faire tourner la caméra autour de lui, parce que oui, c'est Harrison Ford qu'on a envie de voir, donc cool, on a son visage en plus. Donc moi je comprends ta déception. J'ai vu beaucoup sur les réseaux dire oui mais c'est normal, c'est Machine Game, c'est du FPS, mais moi je pense que ta déception elle est légitime, sachant que c'est un jeu adapté d'un film, et on a envie de voir l'acteur, donc en tout cas moi je te rejoins dans sur ce terrain-là. Oui, puis à côté de ça, regarde, il y a Arkane qui fait un jeu Blade, ça sera en TPS. Bah oui. Il y a plusieurs studios qui ont changé leur style de jeu en fait, et d'accord, leur spécialité c'est peut-être le FPS, en effet, mais encore une fois, ça va pas être des combats frénétiques à la Wolfenstein en fait. On va se retrouver dans un jeu d'enquête, dans un jeu où il va falloir faire résoudre des petits puzzles, on a vu des puzzles à pouvoir résoudre, il y aura certes des scènes de combat, mais je pense pas que ça sera la partie dominante du titre, parce que si c'est le cas, c'est passé à côté aussi du concept de Indiana Jones. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même un sacré faux pas. Certaines annonces sont très prometteuses, elles montrent surtout la diversité des jeux à venir sur Xbox. Ces jeux couvrent différents genres, différents styles et surtout différents publics. Ils offrent des expériences quand même de jeux variées et immersives. De plus, ça fait de plus 4 de ces jeux en tout cas vont sortir dans le Game Pass Day One, et ça c'est quand même un très très gros avantage pour les abonnés en tout cas. Ils pourront profiter de ces jeux sans frais supplémentaires, bien sûr. Je pense que les annonces témoignent de la volonté de Xbox de proposer des jeux innovants, comme ils l'avaient annoncé il y a longtemps. Mais encore une fois, j'ai trouvé que cette conférence était en demi-teinte. Il n'y avait pas cet effet waouh, comme la première fois. Il n'y avait pas de jeux qui sortaient... Bon, en même temps, ils ont mis la barre haut. Hein. Il y a eu Hi-Fi Rush qui est sorti juste après la conférence. Là, c'était pas le cas. Et ça manquait de One More Thing en fin de conférence. La conférence c'est fini, j'étais c'est fini.
Il y a pas autre chose. Donc j'attendais limite une scène post-générique, hein. Moi j'étais à la Marvel et tout. Non, même pas. Il y avait rien d'autre en fait. Donc voilà, c'était cool, mais c'était voilà. Est-ce que c'était vraiment nécessaire en fait de faire un show comme ça, de combler ce show avec Square Enix en fait, plutôt que de parler vraiment de jeux et d'applications Microsoft. Ils auraient peut-être dû attendre quelques mois, je pense. Après, c'est vrai que vu la fin d'année Microsoft, c'était peut-être mieux pour eux de communiquer rapidement. Mais ça reste en demi-teinte quand même. Ouais, t'as raison, moi je te rejoins. J'aime leur format, j'aime même l'identité graphique de cette conférence. Enfin, c'est soigné, la réal est belle, c'est valorisant même pour les développeurs. Mais par contre, c'est vrai, le contenu, après je suis pas du tout client d'Indiana Jones, donc quand t'enlèves ça, déjà t'enlèves beaucoup de substance à la conf. Mais si tu veux, j'ai trouvé que ouais, c'était pas très convaincant dans les phases de gameplay, dans ce qu'on a vu. Si c'est ça l'année 2024 de Xbox, tu vois, c'est pas comme ça qu'ils vont vendre des consoles ou faire un bond énorme sur le Game Pass, je trouve en tout cas, surtout que ils avaient une sacrée brèche avec un PlayStation qui est très discret, qui a des gros jeux qui arrivent, Silent Hill, Final Fantasy, et si tu veux des grosses licences qui arrivent, pas trop de communication. Là je pense qu'ils avaient une petite carte à jouer, et ouais, il fallait un One More Thing, il fallait un petit Shadow Drop, un jeu qui sort comme ça d'un coup. Il a manqué un tout petit un twist. En tout cas, je suis complètement d'accord avec toi. C'est clair. Et ben on parlait un petit peu du Game Pass, continuons sur les jeux à service et les services d'abonnement. Pour remettre un petit peu de contexte, je vais parler de l'Ariane Studio et de Sven, le boss de l'Ariane. Mais avant, contexte, donc il réagissait à Ubisoft, à exactement Philippe Tremblay, la personne en charge de la stratégie d'abonnement chez Ubisoft. Donc forcément, le gars, son job, c'est la stratégie d'abonnement, donc il va pas dire du mal des services d'abonnement, sans doute. Mais il a eu des propos qui n'ont pas rassuré les joueurs, des propos assez clivants, je trouve, où en substance, je vais pas faire du mot à mot, c'était un entretien avec Game Industry, mais il disait que petit à petit, ils abandonneraient l'achat de jeux au profit de la location, qu'il fallait s'y habituer à ce mode de consommation, que l'avenir était vraiment la location, et que les joueurs, presque il intimait les joueurs, vont devoir s'habituer à ne pas posséder les jeux auxquels ils jouent. Enfin, je trouve le propos déjà, moi personnellement, maladroit, sachant que les joueurs consomment comme ils ont envie de consommer, et on n'a pas à leur dire comment ils doivent le faire, à mon sens. Enfin, c'est une communication un peu abrupte, je trouve. Après, évidemment, c'était un long entretien, donc il n'a pas dit ça comme ça de but en blanc. Mais en tout cas, je trouve le positionnement un peu dur. Après, c'est pour ça que j'ai rappelé son job. Hein, c'est normal qu'il promeut les services d'abonnement. Hein, c'est vraiment son taf. Hein. Surtout qu'on sait qu'Ubisoft a l'Ubisoft Plus. Enfin, ils ont des services d'abonnement en plus qu'ils doivent vendre. Et Sven, j'ai plus son nom en tête, hein, je l'appelle par son prénom parce qu'on est intime maintenant que j'ai passé plus de 100 heures sur son jeu. Petit Svenou. Ouais, le petit Svenou, le boss de l'Ariane Studio à qui l'on doit Baldur's Gate 3. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que quel jeu ? Baldur's Gate 3. Et grâce à ce jeu, ce studio et en particulier cette personne a acquis quand même, je trouve, un tel aura que aujourd'hui on l'écoute vraiment, et sa prise de position, elle a beaucoup tourné sur les réseaux, beaucoup reprise. Et avant Baldur's Gate 3, je ne pense pas qu'on aurait donné autant de crédit à ce studio, l'Ariane Studio. Je pense aussi. Ouais. Et il disait, selon lui, il a un avis tout à fait différent. Déjà, il est clair, c'est pas demain la veille que ces jeux sortiront dans un abonnement, parce que selon lui, donc il critique pas en soi les services d'abonnement. Il expliquait tout ça sur X, un long thread qu'il avait fait, où il dit que les services d'abonnement sont là et ils ont tant mieux, c'est bien qu'ils soient là. Par contre, ce qu'il craint, c'est le monopole des services. Il ne veut surtout pas, justement, la vision de Philippe Tremblay, que les services d'abonnement soient un monopole, soit le nouveau mode de consommation des jeux vidéo. Ça, il ne veut pas, parce qu'il dit que ça risque à terme de dégrader le contenu, dégrader la qualité, dans cette profusion, la quantité au profit de la qualité. Il n'y croit pas, en tout cas, à ce monopole qui serait vraiment destructeur pour la partie créative. Donc, lui est plutôt dans un mode où ça existe, c'est bien, mais il faut préserver en tout cas des jeux qui ne sortent pas sur ces abonnements. Donc, en fait, non à la stratégie d'Xbox qui, eux, veulent tout mettre dans cet abonnement et préféreraient du coup que le physique ou la vente disparaissent au profit de l'abonnement. Donc moi, je trouve que c'est un positionnement qui est intéressant, qui est bien, parce qu'il rappelle en même temps
que les jeux vidéo ont de la valeur. Et ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé tous les deux, Kira. C'est que, avec ces services d'abonnement, on oublie qu'un jeu, Starfield, vaut finalement 80 € parce qu'il y a plein de gens qui ont travaillé derrière. Il est inclus dans un abonnement, certes, mais ça vaut de l'argent. Il y a une valeur. Et Nintendo, on sait qu'ils tiennent beaucoup à cette valeur. Leurs jeux baissent très très peu parce que, oui, même sur la durée, pourquoi un jeu qui est sorti il y a 10 ans devrait coûter moins cher? Le jeu est toujours aussi qualitatif. Donc ces débats autour de la valeur des jeux, je pense que sont très très importants. Et aussi sa réflexion sur non au monopole du service. Je suis aussi d'accord avec ça. Je pense que c'est bien si un marché a plein d'offres, plein de possibilités de consommer et pas une seule qui devient un monopole. Je suis totalement d'accord avec lui également. En plus, on l'a remarqué, quand la musique est arrivée avec des systèmes de streaming en illimité, beaucoup de gens ont perdu la notion, pareil, de coût d'un morceau de musique, en fait, de la valeur. C'est vrai. Le cinéma, c'est pareil. Avec les plateformes de streaming, quand c'est arrivé, maintenant, les gens se disent on s'en fout, c'est juste un film, c'est juste une série. Oui, sauf qu'il y avait 500 personnes, 800 personnes qui travaillent derrière. Le film, il a coûté 200 patates, donc voilà. Et je trouve, en tout cas, si je me réfère à la partie cinéma, ça se ressent moins dans la musique quand même, mais sur la partie cinéma, c'est que les plateformes est un frein à la créativité des auteurs. Quand on regarde un film sur Netflix, production Netflix par exemple, il n'y a pas que Netflix mais j'aime bien tirer sur eux, on voit que c'est souvent le même moule en fait, c'est souvent les mêmes patterns. Pourquoi? Parce que c'est des algorithmes en fait qui vont scanner ce que les gens regardent pour leur donner ce qu'ils ont envie en fait. Mais ce que les gens ont envie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus créatif et surtout c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour eux en fait. Et derrière, tu vas regarder un film, tu vas avoir une explosion à 7 minutes, tu vas avoir telle personne qui va ressembler à telle ethnie, tu vas avoir telle personne qui doit trahir à tel moment, et du coup on a l'impression de consommer le même fast-food sans arrêt. C'est cool un fast-food, mais c'est pas non plus ce que je recherche. Ouais, c'est la standardisation. Exactement. À côté, tu as des auteurs qui ont décidé de signer avec des plateformes, et eux, ils ont tellement une patte à eux, comme David Fincher, comme Martin Scorsese, qui fait que eux, ils peuvent imposer ce qu'ils veulent. Mais moi, ce qui me gêne surtout, c'est pour les petits auteurs ou les petits réalisateurs qui sont pas forcément connus. Ils vont se retrouver broyés en fait par le système de streaming, et du coup, ils vont sortir des choses consensuelles. Et pour en revenir aux jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est pareil avec le Game Pass maintenant. Le Game Pass est sorti déjà depuis un certain temps. On a eu quelques pépites, encore une fois, Pentiment, même Hi-Fi Rush, ok. Par contre, on a eu quand même de sacrés bouses qui sont sortis derrière. Ils ont quand même réussi à casser Halo, mais comment c'est possible? Une licence aussi forte et aussi populaire, de la fracasser comme ça, c'est pas possible. À côté, on va avoir ce jeu horrible là, de vampire qui était sorti, j'en avais parlé, je me rappelle même plus du nom, de Arkane également. S'ils ont voulu justement coller à la mode du jeu coop, du jeu, un peu à la Back 4 Blood et tout, en tout pourri en fait, encore une fois. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils cherchent plus à faire des œuvres à part entière, ils cherchent à faire du contenu. Et à côté, l'Ariane, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? Ils ont cherché à faire une œuvre. Ils ont cherché à faire quelque chose qui leur corresponde, ils ont cherché à passer un message, et ils ont fait tout simplement un grand jeu. Et un jeu comme Baldur's Gate 3 ou même comme Alan Wake 2, s'il sortait sur plateforme, ça serait pas le même style de jeu, encore une fois. Donc oui, je suis 100% d'accord avec eux. Et pour finir, on va citer JDG, donc joueur du grenier. Il réagissait à Ubisoft, ça m'a fait rire. Il a dit: si acheter un jeu ne fait pas de toi son propriétaire, alors le pirater ne fait pas de toi un voleur. Et j'ai beaucoup aimé la citation du joueur du grenier. Après, évidemment, on n'incite pas au piratage. Enfin, on est tous les deux en plus, on pirate pas du tout. Mais en tout cas, cette politique et ces prises de position peuvent dégrader aussi l'image de l'entreprise. Et là, malheureusement, c'est ce qu'a fait, je pense, ce pauvre Philippe Tremblay. C'est pas cool en tout cas pour Ubisoft, et c'est pas très vendeur quoi, ce genre de prise de position. Ainsi se termine la partie news, qui était ma foi plus dense que d'habitude. Ouais, c'est vrai. On va passer sur la partie test, donc c'est moi qui m'y colle, la partie test de Dredge. Avant ça, une petite musique, vous allez voir, qui est très simple, je pense qu'ils ne sont pas cassés la tête trop longtemps pour la faire, mais qui est quand même somme toute représentative, représentative du titre.
Dredge est un jeu d'aventure solo qui mélange la pêche, l'exploration et l'horreur dans un univers inspiré par la littérature Lovecraftienne. C'est marrant, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le jeu est sorti le 30 mars 2023 sur PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox One série XS. Enfin, c'est dans toutes les bonnes crèmeries de France et de Navarre. C'est un jeu indépendant. Un jeu de pêche, donc autant dire que c'est pas spécialement les jeux auxquels je joue habituellement. Ma porte d'entrée, c'était Lovecraft, et c'est vrai que j'ai lancé ce jeu avec pas mal de préjugés et d'a priori, et on va voir s'ils étaient justifiés en tout cas. Donc Dredge nous met dans la peau d'un pêcheur qui arrive dans une archipel isolée où il espère gagner sa vie en vendant ses prises. Mais il découvre vite que ses eaux recèlent de sombres secrets et qu'une menace ancienne et terrifiante se cache dans les profondeurs. Le jeu nous propose alors de vivre une aventure captivante, à la fois relaxante et angoissante. C'est tout un paradoxe, où l'on alterne entre les phases de pêche, de dialogue, d'exploration et même de combat par moment. Le gameplay de Dredge est quand même très simple, très intuitif. Il faut pas longtemps pour pouvoir l'assimiler, mais il arrive à se renouveler tout au long de l'aventure. La pêche est le cœur du jeu, elle se fait de manière naturelle, on dirige son bateau, on repère un spot de pêche, on lance sa petite ligne en appuyant sur le petit bouton croix ou carré, et à ce moment-là, il y a un petit QTE qui va apparaître, donc ça peut être des mini-jeux à faire, appuyer sur une touche au bon moment, ça peut être des cercles qu'il va falloir bouger d'une certaine manière pour éviter de se prendre comme des petits murs, tu vois, ce qui permettra de pêcher son poisson, et chaque poisson va avoir un style de pêche différent. Le jeu introduit donc des variations en fonction de ces fameuses espèces de poissons, mais pas que. On peut aussi aller draguer les fonds de la mer, trouver des objets insolites. On va aussi également, par moments, pêcher des créatures un peu bizarres, donc ce qui nécessitera d'aller voir le poissonnier et d'essayer d'en apprendre un petit peu plus sur ce qu'il y a dans le fond des océans. C'est donc le moyen central du jeu qui nous permet de gagner de l'argent que l'on peut dépenser pour améliorer son bateau, acheter des équipements ou même des objets utiles. Et c'est ce qui nous permettra d'avancer et de comprendre les tenants et les aboutissants du scénario en tout cas. Le jeu nous fait également découvrir un archipel, oui, c'est ça. Un ensemble d'îles mystérieuses composées de plusieurs îles, du coup, qu'on peut explorer librement. Chaque île a sa propre identité, son propre décor, ses propres habitants et ses propres secrets. Le jeu nous incite à explorer ces lieux à la recherche de quêtes secondaires, de collectibles, de trésors et de révélations. L'exploration est facilitée par une carte, une carte où on va mettre nous-mêmes nos propres petits points d'intérêt, ce qui nous permettra de nous repérer facilement sur cette carte, un journal de bord bien sûr, et un système de fast travel qu'on peut utiliser comme on le souhaite. Moi je l'ai très peu utilisé au final, mais voilà, ça permet à tout le monde de s'appréhender ce gameplay de navigation en tout cas. Le jeu nous réserve aussi des surprises, comme des événements aléatoires, des rencontres inattendues ou des changements d'ambiance. D'un coup, on va se retrouver, on va avoir un ciel idyllique. 2 secondes après, il va se mettre à pleuvoir de façon torrentielle avec des éclairs, du brouillard. Et d'un coup, on va voir des espèces de yeux rouges dans le fond de la mer qui peuvent nous suivre. Donc tout de suite, on va se retrouver dans un jeu un peu feel good, une ambiance un peu bucolique, on va dire. Et d'un coup, bam, on va se retrouver dans un cauchemar sans fin. Et c'est pour ça que je dis que le jeu est contrasté, même limite un peu schizophrène et bipolaire. C'est qu'il va passer d'une ambiance à l'autre en une fraction de seconde. Et ça nous oblige à être sur équilibre systématiquement. Et c'est une très belle idée et c'est très original. C'est pas une simple balade tranquille, il nous confronte aussi à des situations de danger et de combat. Le jeu nous plonge dans une atmosphère oppressante où l'on sent que quelque chose de maléfique nous guette et rôde. On va avoir un petit œil qui va apparaître à partir d'une certaine heure de la journée en haut de notre écran. Et plus on va mettre de temps et on va enchaîner les nuits sans dormir, plus l'œil sera rouge et plus on va se retrouver forcément avec des saloperies au cul en tout cas. La nuit, le brouillard, la pluie, le tonnerre, les cris, les ombres, vous allez en avoir dans tous les sens. Le design aussi est assez joli parce qu'on va se retrouver vers un design bleuté, des archipels un peu luxuriantes, c'est très beau, très, très posé, mais dès qu'on arrive dans le noir, là on est dans le pur Lovecraftien, on va avoir des nuances de rouge, de noir, de violet, ça va contribuer à créer une tension palpable. Le jeu nous fait affronter aussi des créatures cauchemardesques issues de l'imagination de notre cher H.P. Lovecraft, comme
des poissons, des espèces des poissons avec des dents un peu chelous, des tentacules aussi, hein, qui beaucoup de fans de hentai devraient apprécier. Et c'est vrai que pour le coup, c'est très 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 proche de l'imaginaire, en tout cas de l'imaginaire que j'ai de H.P. Lovecraft, et ça c'est vraiment un très très bel hommage en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout que pour avoir fait le jeu aussi, ce que j'aime beaucoup c'est l'écriture des personnages, où tu sais, le poissonnier, tu connais le jeu, un poissonnier qui est un peu bizarre. Enfin, tu te rends compte que tout le monde dans cet univers est un petit peu chelou, un peu contrasté. Tout le monde est pareil. Ils ont tous l'air d'avoir un vice qui finit en plus au fur et à mesure de l'aventure par se révéler. Et j'aime bien ce côté très dérangeant. Tu l'as dit, hein, tu sais jamais à quoi t'attendre, t'es toujours surpris, et ce côté dérangeant est très très sympa, alors qu'au début tu as le sentiment d'être dans un petit jeu de pêche feel good, mais tout ne se passe pas comme prévu. Ça tombe bien que tu parles du chara-design, parce que je trouvais que dans la patte, les personnages ressemblaient beaucoup aux personnages de Disco Elysium. Il y a ce côté un petit peu bande dessinée, légèrement déformé, malsain et oppressant en fait, ou même une personne qui pourrait être sympathique a toujours ce côté malaisant. Comme si tu allais, toi, dans un petit port où les gens te regardent comme un citadin, personne te connaît, et du coup ils te paraissent effrayants alors qu'ils sont juste normaux, le visage peut-être un peu buriné par la vie parce que le gars il passe 6 heures sur son bateau tous les jours au soleil. Et ça, c'est très très bien rendu en tout cas. Sachant qu'en plus, le jeu nous oblige à être prudent tout au long du jeu, à gérer nos bateaux, notre source de lumière, certaines munitions, à viser juste, à fuir quand c'est nécessaire. La fuite n'est pas qu'une option, hein, c'est même obligatoire par certains moments. Je me suis fait poutrer à de nombreuses reprises parce que j'ai voulu faire le kéké et je me suis fait défoncer. Et en fait, j'ai jamais autant la sensation d'être une proie, d'être aussi faible dans un jeu comme ça en fait. C'est un jeu qui nous raconte une histoire passionnante, qui nous plonge dans un univers donc riche et cohérent. Le jeu rend hommage à la littérature, ça on est d'accord, en reprenant surtout les éléments de l'œuvre de Lovecraft, comme les Grands Anciens, le Necronomicon, le culte de Dagon. Le jeu nous fait découvrir les secrets de l'archipel, son histoire, sa culture, sa religion, même ses légendes. Il nous fait également rencontrer des personnages tantôt attachants, tantôt très, on va dire, très triste, glauque, lugubre, mélancolique, qui chacun ont leur personnalité, en plus leur histoire, leur motivation, et on a toujours plusieurs choix de dialogue, ce qui nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur eux, donc c'est totalement facultatif, mais ça aide à s'imprégner de cette histoire en tout cas. On peut connaître leur motivation, on va avoir des moments très forts qui nous font rire, par moments qui vont nous faire frissonner, réfléchir, d'autres qui vont nous rendre tristes, donc c'est un jeu qui nous fait faire des choix et qui ont des conséquences sur le déroulement et la fin de l'histoire. Donc tu sais que moi j'aime beaucoup ce genre de parti pris en tout cas, et j'ai trouvé que dans un jeu où tu conduis juste un bateau en fait, on avait vraiment cette sensation d'être un vrai pêcheur qui se retrouvait dans un lieu très, très compliqué en tout cas. C'est une réalisation, il y a une réalisation de qualité qui donne un charme unique à ce jeu. Il y a une direction artistique qui est très reconnaissable, qui mélange les graphismes 3D 2D avec un style cartoon et coloré. Le jeu a une bande son magnifique, donc certes j'ai pris un morceau qui était très simple, mais il y a des morceaux qui sont quand même plus complexes, mais j'ai trouvé que ce morceau était représentatif. Les musiques sont variées, on va avoir pas mal de bruitages assez réalistes et des doublages qui sont convaincants, intégralement en anglais, mais qui sont convaincants en tout cas. Il y a des sous-titres bien sûr. J'ai noté quelques fautes d'orthographe dans certains sous-titres, ce qui m'a fait bizarre quand même. Voilà, et il y a une durée de vie satisfaisante. Le jeu, il faut compter environ 15 heures pour terminer l'histoire principale en ligne droite, 20 heures si on veut faire tous les succès et compléter au maximum avec les collectibles, les choses comme ça. Il y a également une rejouabilité intéressante, grâce aux choix qu'on peut faire et aux secrets que l'on peut découvrir, et surtout aux différents niveaux de difficulté qu'on peut choisir. Pour ce qui est des plus et des moins, donc j'ai noté un thème parfaitement exploité qui mêle pêche et horreur. Derrière, j'ai noté un gameplay intuitif et varié qui se renouvelle en fonction des espèces de poissons et des objets qu'on va trouver. Une atmosphère immersive et angoissante qui joue avec le brouillard, la lumière et le son. Moi, je vous conseille vraiment de le jouer au casque. C'est très important pour pouvoir entendre les sons qui arrivent. C'est du son spatialisé. Et certaines créatures, vous allez les entendre à l'arrière à droite ou quoi, et ça vous permet d'orienter votre bateau en fonction. On a un monde vaste et riche à explorer. Et surtout l'hommage à la littérature Lovecraftienne, entre les références, les clins d'œil. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est vraiment top. Au niveau des mots, j'ai écrit une progression déséquilibrée, surtout en fin de jeu.
On a un pic de difficulté à un moment qui est assez vénère quand même. Ça peut être frustrant parce que c'est pas de la difficulté dosée, je trouve. La carte est limitée, on peut mettre maximum de mémoire 10 marqueurs sur la carte. C'est vrai que moi j'aime bien en mettre un petit peu partout et puis aller revoir en fonction de mon niveau et de mon skill. Donc ça manque un peu de clarté par moment. Un gameplay varié mais qui manque de challenge, sauf sur la fin du jeu du coup. Et une durée de vie qui peut paraître assez courte pour certains. Moi j'ai trouvé que c'était largement suffisant en tout cas. En conclusion, Dredge est un jeu qui m'a beaucoup plu et que je recommande vivement. C'est un jeu qui réussit à mêler la pêche, et Dieu sait que j'aime pas ça, exploration et horreur dans un univers fascinant et immersif. C'est un jeu qui nous fait vivre une aventure surprenante avec des émotions aux antipodes, à la fois relaxantes et angoissantes, où l'on alterne entre les phases de gameplay variées et équilibrées. Ce jeu est schizophrène et m'a rendu, je pense, un peu schizophrène également. C'est un jeu qui nous raconte une histoire passionnante, qui nous plonge dans une atmosphère oppressante et qui nous fait rencontrer des personnages attachants, il nous fait faire des choix importants, des choix non manichéens, et ça aussi c'est important également. C'est un jeu qui a une réalisation de qualité, qui lui donne un charme unique et qui nous fait profiter d'une bande-son magnifique à tout moment. C'est un jeu avec une durée de vie satisfaisante qui nous incite à rejouer en plus, car je pense faire un deuxième run prochainement en faisant des choix différents en tout cas. Et bien sûr, si vous aimez Lovecraft, c'est un jeu à faire, car ce jeu vaut le détour et il mérite d'être découvert. Donc je ne peux que vous le recommander. J'ai beaucoup apprécié ce jeu, je l'ai trouvé vraiment très très bien. C'est vrai que moi le côté pêche, à force, plus le jeu avançait, plus j'avais le sentiment de ne plus être un pêcheur. C'est en plus la magie qui s'installe, on fait évoluer notre bateau. C'était pratique, tu vois. Moi, je déposais beaucoup de paniers à crabes pour faire de la thune, parce que il y a toute cette gestion en plus de l'argent. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié l'évolution du jeu et j'ai eu le sentiment, tu vois, que de faire un jeu d'exploration plus que de pêche. Et moi, tu sais, c'est ça que j'aime bien, moi, découvrir des nouveaux lieux, découvrir des petits secrets. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'a branché tout au long du jeu. Donc, je savais que t'allais adorer parce que je t'en avais même parlé de Dredge pour le côté justement santé mentale, le côté grands anciens, le côté les abysses et tout. Ça fait, c'est vraiment très Lovecraft. C'est des thèmes qu'on adore et c'est très très fidèle à cet univers. C'est vrai, c'est très fidèle et c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est que les gens ont compris ce qu'était Lovecraft en fait. Et surtout, Lovecraft, on imagine beaucoup des jeux d'enquête, des choses comme ça. Là, on a un jeu de pêche. Il y a quelques phases d'enquête, on va avoir des livres, on va lire des extraits de journaux, on va trouver des bateaux abandonnés, on va savoir ce qui s'est passé, mais c'est pas le fond du jeu en fait. Donc ils ont réussi à faire du Lovecraft avec un jeu aux antipodes de ce qu'est Lovecraft. Et ça, je trouve que c'est quand même super beau et super cool. Mais complètement. Et je me suis dit, ce jeu ferait une très bonne nouvelle de Lovecraft, tu vois, où tu suis un pêcheur qui débarque dans un coin. Ça ferait une excellente nouvelle, un excellent roman de Lovecraft, tu vois. Enfin, je trouve que tout le terreau y est, et mais même c'est angoissant parfois. Tu te dis, t'es jamais tranquille dans ce jeu. Et il y a un côté un peu horreur et tout qui fonctionne très très bien. Oui, parce qu'au début, tu vas commencer à faire tes sessions de pêche, tranquille, dans 2-3 spots. Tu vas tranquille. Au fur et à mesure, tu vas t'éloigner parce que tu vas trouver d'autres styles de poissons. Puis surtout, on va te demander de trouver des styles de poissons particuliers. Et c'est là que ça va commencer, quoi. Ouais, c'est ça, des poissons chelous. Tu vas arriver dans le noir, il y a du brouillard, et puis d'un coup, t'as un rocher qui va apparaître devant toi. Tu te demandes comment il a popé. Donc ça t'oblige à pas non plus tracer. Tu vas devoir avancer d'une certaine manière, parce que si tu casses ton bateau, faut le réparer, et puis tu peux perdre ta cargaison aussi. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte dans ton jeu, et du coup, ça crée vraiment cette sensation d'être tout petit dans un océan aussi vaste. Donc c'était Dredge, un jeu qui est disponible partout, encore une fois que je vous recommande. Il est pas cher en plus. Il est pas cher, oui, je l'ai payé en promo sur le PSN à 17€, je crois. Moi je suis pas étonné. C'est pas excessif pour le temps de jeu en tout cas. Et là on va passer à ton sujet hors sujet. Tu vas nous parler d'une série qu'on t'a recommandée de mémoire, une série que tu as adorée de mémoire également. Tout à fait, une série qui a été recommandée par un de nos auditeurs, Fab du coup, qui avait participé au comptoir des auditeurs. Donc c'est Blue Haze Samurai, donc une petite musique qui fait pas ding ding comme celle d'avant, mais qui est plutôt style japonais évidemment. Donc on vous laisse avec la musique et on vous reprend juste après.
Donc Blue Ace Samurai, série Netflix. Donc après avoir tapé allègrement tout à l'heure Kira sur Netflix, je vais les saucer, je vais les mettre très bien. Moi Jamais. Eh ben écoute, je vais les mettre très bien, tu vas voir. Donc déjà, à la prod, plusieurs studios, mais on en retiendra surtout un, Blue Spirit, donc qui est un studio français. Donc bravo Cocorico encore, hein, on pense à Fortiche Studio sur la série Arcane. Là c'est encore un studio français. Bon, après je connais pas trop, peut-être que toi tu connais. Ils ont fait Alice et Willis, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Arthur et les enfants de la table ronde. Non plus. Bon, ils ont fait des trucs, mais a priori c'est cool, mais ils sont très très doués. À la réal, c'est Jen Woo, notamment Ninja Turtle 2, a priori, et surtout au scénario et à la production. Donc un couple, Humber Nozomi et Michael Green, donc là très connus, on leur doit en partie des épisodes de Smallville pour Michael Green, Mort sur le Nil, Blade Runner, tout ça au scénario, Blade Runner 2049, ouais, Alien Covenant aussi. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Mais Blade Runner 2049. Ah, ça va. Ça va. Et j'ai bien aimé, je vais commencer la chronique pour les paraphraser. Ils ont dit quelque chose qui, je trouve, est très juste. Ils ont réussi. Donc, Ils ont dit, excusez-nous pour Alien Covenant? Non, ils ont dit, Michael Green a dit, tu vas voir, nous voulons que les gens plongent la tête la première dedans, en parlant de Blue Ace Samurai évidemment, qu'ils soient captivés par l'histoire et la prouesse artistique et qu'ils oublient qu'ils regardent une série animée. Et ben c'est réussi. Vraiment cette série, le pari est réussi. On oublie qu'on regarde une série animée tellement qu'on s'accroche aux personnages. Et je veux le dire d'emblée au début de chronique, c'est pour moi une des meilleures séries d'animation de Netflix, dans la lignée des Arcane, Cyberpunk qu'on a tous les deux surkiffé, Devilman aussi, Crybaby qui est excellent. Donc je mets vraiment cette série au panthéon, tu vois, des séries animées Netflix. Déjà là tu mets la barre, tu sauces hein. Ah, là, pas je tu sauces, mais là tu sauces là. J'ai pas terminé, hein. Je vais y aller vraiment très très fort. Mais avant l'histoire, donc une histoire pas comme les autres. Pourtant, tu vas voir que ça commence sur tous les plus gros clichés de la série de samouraï, mais on est dans une époque Japon, époque d'Edo, donc la plus connue, l'âge d'or des samouraïs. Un peu à la Samurai Champloo d'ailleurs, tu verras dans certains thèmes, parce que il y a une histoire de vengeance évidemment un petit peu, et surtout on dépeint un Japon, tu sais, très en autarcie, très cloisonné, coupé du reste du monde, avec un rejet très fort de l'Occident. D'accord. Et donc Mizu, le personnage principal, le protagoniste, un petit peu énigmatique, solitaire, cache un terrible secret. Donc je vais en révéler un secret, c'est tout le début, et c'est dans le titre. Il a les yeux bleus. Sauf que les yeux bleus, évidemment, au Japon, c'est pas le genre de truc qui est très commun, parce que ça trahit un métissage, donc un métissage venant de l'Occident. Donc ce personnage, Mizu, a souffert évidemment beaucoup de ce métissage, brimade, maltraitance, enfin tout ce qui va avec, et il se venge. Il souhaite se venger sans trop donner les raisons de la vengeance, parce que ça s'étoffe au fur et à mesure de la série. Mais en fait, il en a après des grands méchants, des hommes puissants, l'homme blanc, ou les hommes blancs comme ils les appellent, donc quatre personnes venant d'Occident, qui seraient qui sont pas des très belles personnes, et il a décidé de prendre son plus beau sabre, et il est très très beau, et de leur faire la misère. Donc tu vois, jusque là un scénario, comme je te dis, ultra classique. Oui, c'est clair, mais c'est souvent les scénarios les plus classiques, les plus intéressants, tu vois. Eh ben oui, parce que ce scénario, en fait, il a pas de zone de confort. En fait, tout le temps, à chaque épisode, le spectateur est surpris de plein de façons différentes. Des personnages secondaires qui arrivent, qui évoluent, la trame qui évolue, le passé du personnage, son identité même qui au fur et à mesure se dévoile. Et en fait, c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est que t'as pas un épisode qui se ressemble, qui a le même propos dramatique, qui a la même trame. En fait, tout le temps, t'es pris à contre-pied, et d'un ultra classicisme de films, on peut penser à Zatoichi, tu sais, les westerns spaghetti, enfin tous ces films-là ultra classiques. Le code est très très vite cassé pour passer sur des sujets, des thèmes d'actualité intéressants. Et un gros big up aux personnages secondaires, donc Ringo,
il le rencontre très vite. C'est un cuisinier, mais qui a pas de main. Il est manchot, le pauvre. Tu vois, il a pas du tout de main. Il cuisine avec les pieds. il cuisine avec des petites baguettes qui s'accrochent, tu sais, avec un petit foulard, un truc autour du moignon, le pauvre. Mais en fait, c'est ça, en fait. La série, elle traite enfin, je dirais les termes qu'elle aborde, mais elle prend en tout cas beaucoup de soin à chaque fois pour traiter ses personnages. Il y a la princesse qui est ultra bien écrite, vous verrez. L'antagoniste, le méchant, il est très très cool. Je pense que tu l'apprécierais beaucoup. Donc en tout cas, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est une série, si tu veux, qui reste jamais sur une zone de confort. Et je pense que ça, c'est la marque d'une prise de risque qu'il faut vraiment saluer. C'est vrai. Pour la technique et la réalisation, donc j'ai pas ton regard aussi acéré sur la partie technique. Moi, le cinéma, c'est moins ma partie, mais il y a quand même quelque chose qui est à dire, c'est que elle est époustouflante. Est-ce que ça peut suffire comme description ? Je pense. Ça sauce. Hein. Mais je te dis, t'en prends plein les yeux. Et en fait, j'aime pas du tout les séries en 3D. Je trouve ça plutôt... Ouais, c'est du cel shading un peu. Ouais, en fait, ils ont mélangé la 2D et la 3D. Et en fait, tu te rends pas du tout compte que c'est de la 3D. Ça a une vraie patte à la Arcane, pour le coup, très crayonné. Ça ressemble aussi un peu à Spider-Man, tu sais, Into the Spider-Verse en termes de qualité d'animation. Carrément. Donc, tu vois, là aussi, on tape sur du très haut. Ouais, tu tapes dans du lourd, là, quand même. Ouais, mais vraiment, la comparaison est justifiée. Donc, le rendu est vraiment cool. Il y a vraiment le mélange de ces deux mondes, la 2D et la 3D. C'est hyper fluide. Parce que c'est ça aussi, la 3D, tu vois, parfois, tu as un sentiment que ça bouge bizarrement, c'est pas fluide. Là, justement, c'est ultra fluide. C'est pour les combats au sabre, ça leur rend vraiment honneur, pardon. Donc, c'est du haut vol. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. La musique, très sympa aussi. Toujours de bon ton, bien que j'ai pas noté de thème notable. Enfin, tu vois, il y a pas de thèmes qui me sont restés. Je me suis dit, tiens, faut que je mette... qui ressortent. Ouais, non. Plus de la musique d'ambiance, quoi. Ouais, musique d'ambiance. Réussie à chaque fois, t'es bien dedans. Elle est prenante, mais c'est pas, j'ai pas eu de thème vraiment très très fort. Et petite anecdote, en lisant un making-of sur la série, je me suis mis au making-of à cause de la taverne, enfin grâce à la taverne du gamer. Toi, je sais que t'adores les making-of, moi je trouve ça hyper chiant d'habitude. Ça peut être chiant des fois. Ouais, mais là il disait qu'ils ont passé des années de recherche, de photos, à voyager pour retranscrire fidèlement les décors, les paysages, les armes, les armures. Enfin bref, ils ont apporté un soin, tu vois, très très méticuleux à ce Japon de l'époque Edo. Et franchement, ça se ressent. Il y a un côté vraiment ultra réaliste. À part dans les combats de Mizu qui sont vraiment un peu cheatés, mais après c'est le héros, il faut bien, voilà, exactement. Donc avant la conclusion, les termes abordés, quand même, je voulais en parler parce que je l'ai dit que c'est hyper varié, mais ça traite de la différence et même de l'indifférence, mais en tout cas on a des personnages qui ont le personnage principal est métissé, il en a souffert, le personnage secondaire, je l'ai dit, il a un handicap, donc en vrai les personnages sont traités beaucoup au travers de ce qu'ils sont, mais sans cliché. Et donc, oui, Netflix en est capable, et ça m'a étonné. C'est vrai que c'est pas leur spécialité d'habitude. Hein. Non, et ils sont même capables de le faire avec subtilité, avec douceur, tu vois. Enfin, vraiment, c'est très bien fait. Et donc, la destinée des personnages au travers de leurs conditions, de leur naissance, pauvreté ou au contraire richesse parce qu'on suit une princesse, de leur rang social, la pression sociale aussi, c'est très bien traité au travers de certains personnages, le rôle des femmes qui sont dépeintes comme courageuses, fortes, mais qui évoluent dans un monde qui est ultra archaïque à l'époque, ça pareil, c'est très très bien traité. Des personnages qui, en plus, ça je sais que t'aimes bien, qui sont pas manichéens, il y a pas, tu vois, bien mal, même notre héros, tu lui découvres une certaine noirceur parfois, et ça rajoute, tu vois, une dimension hyper intéressante, je trouve, au personnage, à ton héros, quand tu trouves que voilà, il a une zone d'ombre, et ça rajoute tout de suite beaucoup de consistance, beaucoup d'humanité au personnage. Et la violence, je l'ai dit, la violence au travers de la vengeance, du rapport aux autres, sachant que c'est une série Kira qui est très adulte, c'est vraiment violent, c'est gore hein, parfois, il y a même des scènes érotiques assez explicites, vraiment, donc c'est vrai, je te dis, ça brasse très large, mais toujours avec beaucoup de justesse, avec subtilité. Et encore une fois, Netflix y régale. On va passer quand même sur les défauts
de la série pour dire que j'en ai pas trouvé. Franchement, j'ai adoré du début à la fin. J'ai trouvé les épisodes parfois. Moi, j'aime bien quand les épisodes sont courts, 20 minutes, j'aime bien. Bon, là, c'est des épisodes plutôt d'1 heure, tu vois. Mais après, tout ce qu'on y raconte est vraiment très chouette. J'ai eu du mal à lancer la série à cause du premier épisode qui durait 1 heure. Je me suis dit, bon, 1 heure, c'est long. Mais une fois que j'étais pris dedans, j'en ai enchaîné 4 à ma première session. Donc, c'est vraiment très chouette. Donc, en conclusion, Blue Eye Samurai fut une série tranchante qui m'a pas laissé indifférent vraiment. Dès les premières minutes de la série, j'ai été très bouleversé par certains personnages, certaines choses qui leur est arrivé. Ça prend vraiment aux tripes, et comme je l'ai dit, ce que je retiens, c'est que vraiment tous les épisodes surprennent, cherchent à toucher le spectateur, et ils y parviennent. Parfois on a même du dégoût, enfin on passe vraiment par tout plein de sentiments différents, et son personnage principal, pour son côté ultra humain, sa petite noirceur, mais en même temps sa quête qui est hyper prenante, beaucoup d'émotions. Donc pour moi, c'est la meilleure série que j'ai vue en 2023. Carrément, c'est ma série coup de cœur. Et j'avais cité JDG tout à l'heure, je vais citer Hideo Kojima, parce qu'il s'est exprimé sur cette série, et il a dit, donc c'est pas moi, c'est lui, c'est le grand patron qui le dit quand même, hein. Il dit, si vous ne c'est pas Joe Clodo, si vous ne la regardez pas, vous ratez quelque chose. Voilà, donc je pense que c'est la plus belle conclusion. Hideo Kojima, c'est le boss qui le dit, donc allez-y, franchement, c'est grandiose, un petit chef-d'œuvre. Ouais, j'étais chaud pour la regarder, je t'avoue, je me l'ai mis dans mon dans ma liste de choses à regarder prochainement. Je savais que c'était assez gore, donc j'attends d'être un peu tranquille pour pouvoir regarder ça peinard chez moi. Est-ce que j'ai réussi à donner envie ou pas ? Tu m'as donné envie de regarder une production Netflix, et ça c'est très fort, mais en même temps t'as réussi à me donner envie de regarder Arcane à l'époque, moi qui étais réticent, parce que je n'aimais pas, j'aimais pas League of Legends, et j'aime toujours pas League of Legends. J'ai ramé, en fait. Et en fait, pareil, j'ai binge-watché la série que j'ai regardée en 2 jours, je crois. J'avais ramé, hein. Ouais, je me souviens, t'avais ramé comme un fou et tout. Je me souviens même que j'étais en déplacement à Paris, et je m'étais téléchargé des épisodes sur mon téléphone portable pour les regarder, et quand j'ai vu l'animation de fou que c'était, je fais non, je peux pas regarder ça sur mon téléphone. Du coup, j'ai attendu pour les rentrer chez moi et les regarder sur mon sympa l'anecdote, sur mon écran de télé, tu vois. Donc c'est pour ça m'a marqué de ouf en fait, et j'avais adoré Arcane, donc si on est dans la même vibe et tout, forcément ça va me plaire en tout cas. Oh, tu nous en reparleras, je pense. Oui, ça pour sûr. Ainsi se termine donc notre émission. On va faire un petit point réseaux sociaux pour terminer. Puis je te laisse le mot de la fin en tout cas. Et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, en description d'ailleurs du podcast, hein, sachez-le, il y a le lien pour accéder à notre X, donc rien de coquin, c'est le nouveau nom de Twitter pour ceux qui maîtrisent pas les réseaux sociaux. Vous avez notre Instagram, vous avez Facebook aussi, et la tavernedugamer.fr avec un formulaire qui marche vachement bien. Franchement, on vous le conseille. Vous pouvez nous contacter dessus. Qui marche vachement bien depuis 2 jours. Qui marche vachement bien depuis 2 jours. Et si vous n'êtes pas trop sur réseaux sociaux, et on vous en voudra pas parce que vous êtes comme nous finalement, n'hésitez pas sur le site web. Et comme mot de la fin, et la semaine prochaine, Kira, la grande chronique Baldur's Gate 3. C'est parti. J'ai fini le jeu ce week-end, donc je ferai moi ce grand jeu. Donc si je fais Baldur's Gate 3, tu fais quoi en HS, on avait dit, Kira ? Je vais faire le film Donjons et Dragons, le dernier film qui est sorti. Comme ça, on va se faire une petite spéciale Baldur's Gate. Ça va être une émission très très cool, je pense. Enfin, en tout cas, moi j'ai hâte, je suis enthousiaste de la faire avec toi et pour vous. Ça pourrait être marrant de trouver des news en rapport aussi avec Baldur's Gate. Ou Donjons et Dragons. J'en ai à voir. S'il n'y a pas de grosses news de folie à couvrir, ça peut être sympa de faire une petite émission thématique. Est-ce que ça vous plairait, une émission thématique ? On vous laisse répondre dans les commentaires ou par message. Mais en tout cas, voilà, ça fait... On change un petit peu notre style en ce moment. Ouais, c'est vrai. Et aussi, vous pouvez, sachez-le, et vous n'êtes pas obligé, mais ce serait très cool de nous mettre des petites notes 5 étoiles sur les applications de podcast. En vrai, ça aide. Donc c'est pour ça qu'on racole. Voilà, on l'a dit. C'est vrai, les 5 étoiles ça marche beaucoup parce qu'on est bien remonté, on éclate des records d'audience toutes les semaines en ce moment, on pensait pas que ça allait aller aussi vite, et ça c'est grâce à vous. On a pris des messages de plusieurs personnes, donc on est en train de lire en ce moment et qu'on a écouté en audio, donc on en parlera plutôt la semaine prochaine, car là c'est vrai, comme cette semaine c'était un peu dense, on n'a pas eu le temps de tout répertorier en tout cas, mais c'est des messages vraiment qui font chaud au cœur. On a reçu un audio d'un auditeur
sur Messenger, qui nous disait qu'il avait platiné la taverne du gamer, qu'il avait tout écouté en peu de temps, et c'est vraiment adorable, et un autre auditeur nous a dit qu'on était son GOTY de l'année du podcast. C'est un amour. C'est super gratifiant, ça fait plaisir en tout cas, merci à toi. Enfin, je te citerai la semaine prochaine du coup, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de prendre des notes, j'ai fini le travail assez tard, mais en tout cas merci du fond du cœur en tout cas, c'est une belle aventure. Et on peut citer aussi Maxime qui nous a écrit via notre super formulaire, parce que c'est vrai qu'on récupère le retard. Il berce sa fille en nous écoutant, donc ça c'est sympa. On l'a aidé à endormir sa fille, donc je pense que c'est peut-être notre voix soporifique, non je plaisante, mais en tout cas il a bercé sa fille en nous écoutant, et aussi il a la frustration de moins jouer ces derniers temps, et notre podcast lui permet d'évacuer un peu cette frustration, donc vraiment ça fait trop plaisir. Ça fait grave plaisir, et c'est encore une fois, c'est des mots qui nous touchent, parce que ça, certes, on fait pas ça pour les vues, les écoutes, quoi que ce soit, on fait ça par passion avant tout, et on a aussi pour ambition de couvrir des thèmes variés qui sont pas forcément d'actualité. C'est pour ça que j'ai parlé de Dredge aujourd'hui, un jeu indépendant. On va alterner avec des AAA, comme Baldur's Gate la prochaine fois, et ça c'est quelque chose qui vous a beaucoup touché, et c'est quelque chose que d'ailleurs il a dit dans son message qu'il aimait bien qu'on fasse différentes choses en tout cas, et donc du coup on va tester. Il y a eu des recommandations particulières, des choses que je ne connaissais pas d'ailleurs, qu'on va essayer pour pouvoir vous le chroniquer en tout cas. Donc surtout n'hésitez pas, c'est un super moteur pour nous. Eh ben écoutez, un grand merci. On vous souhaite une très très bonne semaine. On est heureux de vous accompagner où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Et merci pour votre fidélité. Et puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.